Nous allons faire la minute de silence obligatoire. La minute de silence pour nos rivières. Je voulais tout d'abord vous remercier tous d'être venus si nombreux dans notre petite cité comtoise de caractère, ici même, sur les lieux où fut exposé pendant une trentaine d'années le Suaire de Turin. Merci de marquer votre mécontentement, votre compassion et surtout votre volonté de faire cesser ce désastre écologique. Située au confluent des rivières emblématiques que sont le Dessoubre et le Doubs, notre cité, dont la réputation touristique n'est plus à faire, j'espère que ça durera, se trouve soudainement plongée dans la consternation. Son couvent des Ursulines de 1700, sa collégiale du XIIIe siècle, enserrée dans ses flots, voit désormais des poissons morts qui flottent, des poissons malades qui tentent en vain de lutter contre le courant. Certes, habitués depuis 1927 à ne plus voir qu'une petite partie du Doubs, dévier 7 km en amont pour traverser la montagne et alimenter l'usine hydroélectrique de Lièvevillers située 2 km en aval, il s'en était fait une raison. Mais être privé de pêcheurs sortant des truites Fario et des ombres communs les laisse pantois. Où est-il le temps où les pêcheurs locaux approvisionnaient sur commande les restaurants du secteur, notamment la mer Guenot, dont la réputation franchissait les frontières franc-comtoises? Où est-il le temps où, gamins, nous allions chercher sous les pierres du Dessoubre les larves, traîne-bûches qu'on appelait, patraques, etc., nécessaires à appâter les poissons blancs sur le Doubs? Où est-il le temps où les éclosions de mouches de mai ne laissaient pas un mètre de rivière sans gobage? Et comme dirait Jean Ferrat, pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver? Eh bien oui, que cet automne écologique n'annonce pas un hiver catastrophique. Nous avons mis 50 ans pour dégrader nos rivières. Combien de temps nous faudra-t-il pour les restaurer? Nous, collectivités locales chargées de l'assainissement, nous, industriels, qui laissons quelquefois passer des produits toxiques, nous, agriculteurs, qui parfois maîtrisons mal notre épandage, nous, forestiers, qui traitons les bois en forêt, nous tous, enfin, qui ne maîtrisons pas les utilisations de produits de lessive phytosanitaires et médicamenteux. Ne stigmatisons aucune profession et ne cherchons pas de bouc émissaire. Nous sommes tous responsables. Et n'oublions surtout pas que cette eau qui coule derrière nous est l'eau que boivent les habitants du pays de Montbéliard. Il ne faudrait pas que cette catastrophe écologique se transforme en catastrophe sanitaire. C'est tous ensemble que nous jugulerons ce problème. Que cette journée du 17 mai 2014 reste gravée dans les mémoires comme le déclenchement du renouveau, du printemps de nos rivières comtoises, et qu'enfin l'État reprenne ses responsabilités. Merci. Alors moi je vous demanderai déjà toute votre indulgence par rapport à mes qualités d'oratrice, puisque pour moi c'est une première. Alors tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Donc c'est au nom de l'Union des commerçants de Saint-Hippolyte que je m'exprime maintenant devant vous, comme l'a dit monsieur justement avant. Donc nos rivières attirent de nombreux touristes provenant du territoire national, mais aussi international. Ces pêcheurs sont des consommateurs de services, mais aussi d'hébergement, de restauration, et font appel à tous les commerces de proximité. Notre activité est essentiellement saisonnière, elle suit notamment la saison de pêche. Aussi, vous comprendrez que la fermeture du Dessoubre, de la pêche dans le Dessoubre, représente pour nous une perte d'exploitation importante. Mes collègues et moi-même enregistrons déjà depuis le mois d'avril une chiffre de nos chiffres d'affaires de 10 à 15% selon les commerces. Le camping, qui est géré par l'Union des commerçants, voit chuter sa fréquentation de manière vertigineuse. Sa situation financière est maintenant plus que préoccupante. Les commerçants de Saint-Hippolyte sont attachés à leurs rivières. Certains sont nés sur les bords du Doubs ou du Dessoubre et sont parfois pêcheurs depuis la petite enfance. D'autres encore exploitent en bord de rivière et aiment s'y promener. Pour
ces raisons, il a paru évident à l'Union des commerçants de rejoindre le collectif constitué pour stopper la pollution de nos belles rivières. Enfin, l'Union des commerçants espère que les événements et messages transmis aujourd'hui nous permettront ensemble de prendre des mesures pour endiguer à long terme cette pollution. Nous espérons que les mesures qui en découleront et que les moyens qui seront déployés permettront de réhabiliter nos rivières de manière durable, tout simplement en se rappelant une chose essentielle, que l'eau est source de vie. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour votre accueil. Donc permettez-moi, au nom des 22 000 pêcheurs du département du Doubs, de crier encore une fois notre colère contre la dégradation continuelle de nos cours d'eau. Les pêcheurs sont les sentinelles des rivières et cela fait plus de 20 ans qu'ils alertent les autorités et les politiques sur l'eutrophisation, le développement algaux et la disparition de nombreux invertébrés. Aujourd'hui, ce sont les poissons affaiblis, derniers maillons de la chaîne alimentaire, qui meurent affreusement mutilés par un champignon dévastateur. Après la Loue en 2010, le Doubs franco-suisse en 2011, la Bienne en 2012, c'est maintenant pratiquement toute la Franche-Comté qui est touchée. La maladie a repris sur ces rivières et s'est étendue en 2014 sur le Cusansin, le Gland ainsi que sur le Dessoubre. La situation est catastrophique, aussi bien au niveau écologique qu'économique. De nombreux pêcheurs français et étrangers annulant leur séjour dans un département où la pêche était devenue mythique. Je tiens à associer à mon intervention les problèmes des barrages sur le Doubs franco-suisse, toujours dévastateurs, et remercier les pêcheurs de la Suisse voisine qui sont présents aujourd'hui, avec lesquels nous travaillons sur ce sujet en parfaite solidarité. Les derniers événements du Dessoubre ont déclenché un vaste mouvement de mobilisation au niveau de la population, très attachée à sa rivière, à sa vallée. La création d'un collectif a été plébiscitée par tous les acteurs locaux, pêcheurs, commerçants, élus, ONG, riverains et agriculteurs. Ce collectif a pris pour nom SOS d'eau Dessoubre. Il s'est rassemblé autour d'un logo, bonnet vert, d'un projet. Il a créé ses groupes de travail et s'est fixé des objectifs en parfaite cohésion avec ceux de SOS Loup Rivière Comtoise. Ces derniers sont clairs, ils sont axés sur 2 points principaux. À court terme, travailler localement pour traiter efficacement les principaux dysfonctionnements et points noirs afin de réduire les sources de pollution. Dans un deuxième temps, engager une réflexion globale pour changer les choses en profondeur. Il est certain que pour arriver au résultat, nous devons nous écouter, travailler ensemble et proposer des solutions novatrices. En tant qu'animateur, je suis chargé par les agriculteurs, donc les 2 syndicats, FDSEA et Confédération Paysanne, adhérents à notre collectif, de vous faire passer le message suivant. Nous sommes tout à fait en phase avec les objectifs du collectif pour prendre en compte les problèmes de pollution et des mortalités associées du Doubs et du Dessoubre. Nous affichons notre volonté de participer activement au groupe de travail sur l'agriculture afin de dégager des actions concrètes et immédiates. Nous sommes également favorables pour poursuivre les discussions et faire une relecture commune du cahier des charges AOP Comté afin de proposer des mesures efficaces en faveur de l'environnement. Donc c'est un message qui est très fort et je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là. Cet engagement, associé à ceux de l'administration, des élus, des collectivités, des particuliers, nous ouvre de nouvelles perspectives pour la sauvegarde de nos rivières et de la biodiversité en général. Je terminerai mon intervention pour adresser mes remerciements aux nombreux bénévoles qui ont participé au beau déroulement de cette manifestation. Notre répétition a déjà mobilisé environ 10 000 personnes. Nous comptons sur vous pour amplifier le mouvement, car c'est tous ensemble que nous pouvons réussir. Merci. Chers manifestants, courageux citoyens et coacteurs d'une problématique qui nous concerne tous, je vous remercie d'être là, en forme, colorée et bien vivant.
En tant que représentante d'une ONG environnementale suisse qui s'appelle ProNatura, qui compte près de 120 000 membres en Suisse, j'aimerais vous apporter clairement une vision alternative et peu entendue, afin qu'elle fasse son chemin dans la conscience collective. Une rivière est composée d'une multitude d'espèces, pas seulement celles que l'on pêche et que l'on déguste, mais toutes sont importantes pour l'équilibre du cours d'eau et la bonne qualité de l'eau. Le cours d'eau est un organisme vivant, comme le sang dans notre corps, qui vit en profonde interdépendance avec ses zones alluviales, ses berges boisées, ses bassins versants. La vision systémique dont je vous parle est celle qui permet d'approcher l'écologie du cours d'eau dans ses composantes les plus larges et de voir très tôt des signaux de changement indésirables. Malheureusement, c'est cette approche qui fait défaut. Notre société est focalisée sur ce qui est utile, sur ce qui lui procure du plaisir et du loisir, et oublie de prendre soin des bases essentielles qui permettent la vie. De même, aujourd'hui, les solutions proposées ne sont pas adaptées à la résolution des problèmes. Nous restons toujours focalisés sur ce qui nous semble utile et plutôt technique. Je vous citerai un exemple qui nous concerne au plus près dans le Doubs suisse. Pour sauver l'apron du Rhône, les autorités proposent d'aménager une passe à poissons bétonnée dans le lit de la rivière, impactant gravement le biotope inscrit en réserve naturelle et en zone alluviale d'importance nationale. Sauver le Doubs en le bétonnant, alors que d'autres solutions existent. Voilà la réponse de ceux qui n'ont pas en eau et une santé aquatique avec toute sa richesse, biodiversité. Des approches différentes de nos habitudes sont urgentes pour sauver nos rivières. Nous avons déjà trop traîné. Sachez que les préoccupations sur l'état du Doubs ne datent pas d'aujourd'hui. En 1994 déjà, des scientifiques franco-suisses de l'arc jurassien ont établi un rapport démontrant précisément les nuisances dans l'écosystème. Ils ont conclu à ce que l'homme retrouve un lien avec la nature et vive en harmonie avec elle. Dans le Doubs, il y a environ 15 ans, nous avons vécu l'effondrement des insectes aquatiques. Mais cela n'a pas effarouché les responsables politiques et administratifs, car un insecte, quelle importance! En 2004, le canton du Jura a réalisé une étude sur les toxiques dans le Doubs qui démontrait que des insecticides étaient présents dans les sédiments du Doubs alors que ces substances étaient interdites d'utilisation depuis 15 ans déjà. En ce qui me concerne, la limitation drastique des pesticides est un cheval de bataille. En Suisse, une étude vient de sortir. Sur 1 franc que paye l'agriculteur pour acheter des phytosanitaires, 80 centimes proviennent de l'argent du contribuable. La question est, voulons-nous continuer à payer une agriculture qui est une impasse, ou voulons-nous dorénavant participer au financement d'une agriculture alternative, plus respectueuse de ses terroirs, de la santé de ses paysans, de la santé collective, de la nature et des ressources qui nous font vivre? Mais combien de pesticides sont aussi utilisés par nous dans notre vie courante? Trop occupés dans nos idées de progrès, d'ambition, d'orgueil et de tentatives de maîtrise constante de la nature, nous avons oublié que l'eau, l'air et la terre sont les éléments de base constitutifs de notre bien-être, de notre santé et de notre vie. Ils sont gratuits, ces éléments, et peut-être est-ce pour cela que nous ne les respectons pas assez. Mais aujourd'hui, vous êtes là pour que changent les choses. Et je suis certaine que ce rendez-vous de ce jour est une étape qui témoigne de forces nouvelles. Nul besoin de déprimer. La joie, l'espoir, l'amour de la terre suffiront à donner du souffle et de l'élan à celles et ceux qui souhaitent des changements. Nous sommes en marche pour des actions collectives, stimulantes, et nous ne laisserons plus en place les magiciens politiques qui nous font encore croire que tout va bien. Nous voulons et nous pouvons. Oui, la Franche-Comté est confrontée à une situation très grave de ces rivières emblématiques. Cette situation a au moins le mérite de nous avoir mis collectivement dans l'action avec la volonté de faire d'une difficulté une force.
la coopération des ONG suisses et françaises, la création de collectifs, les actions juridiques au niveau européen, localement cette volonté d'agir dans la concertation, la mobilisation de l'État, des élus, des institutions, des professions concernées, la mise en place de groupes scientifiques, l'implication de l'Université de Besançon montrent une réelle prise de conscience de la gravité de la situation et de la volonté d'agir et de réussir. Pourtant, après 4 ans de travail acharné du collectif SOS Loup et Rivière Comtoise et de propositions concrètes, nous faisons le constat que les solutions qui continuent à être avancées dans la lourdeur administrative sont dans la continuité des mesures appliquées depuis 30 ans et qui n'ont pas endigué la dégradation des rivières. Dès 2011, nous avons expliqué à monsieur le préfet de Charrière qu'il fallait changer de paradigme, penser autrement et agir en rupture avec ce qui ne marchait pas. Des steppes qui rejettent directement dans une rivière karstique très fragile polluent la rivière. Des steppes qui n'abattent pas le phosphore ni les micropolluants polluent la rivière. Les déversoirs d'orage conçus pour protéger les steppes, non pour protéger les rivières, et implantés en bordure de rivières, ruinent l'efficacité des dispositifs. Les traitements en milieu rural sont à remettre à plat parce qu'ils ne fonctionnent pas en général. Des plans de modernisation des bâtiments d'élevage très coûteux pour les agriculteurs et pour le contribuable, sans en évaluer l'efficacité, sont un pilotage en aveugle qui empêche de voir que les plateaux sont un excédent structurel de matière organique. Des formations et des moyens pour mieux épandre les lisiers masquent le vrai débat sur les excédents structurels de matière organique et l'équilibre général des AOP et des IOP et des IGP avec le territoire. Des fosses à lisier de plus en plus grandes, ça coûte cher. Ça ne traite pas les excédents structurels et ça met les agriculteurs en grande difficulté au printemps. Mettre les scieries aux normes, vanter l'exploitation des forêts certifiées, mais traiter les grumes en forêt, c'est un laxisme coupable qui détruit les invertébrés. Classer l'air des AOP en zone vulnérable nitrate, justifié par l'eutrophisation des rivières, est un outil et un atout indispensable pour appuyer l'adaptation des cahiers des charges. Et pour l'instant, l'État n'a pas encore pris cette décision. Si nous n'avons pas le courage d'affronter les vrais problèmes rapidement, alors nous avons devant nous un long chemin de croix et des déconvenues terribles. Les 74 propositions du collectif SOS Loup et Rivière Comtoise sont appuyées sur cette critique des mesurettes incapables d'inverser la dégradation des rivières sur des bases scientifiques et sur l'expérience de terrain. Expérience tant sur le traitement des eaux usées que pour l'agriculture. Dans ce domaine, beaucoup d'agriculteurs sont en bonne pratique, souvent en bio, en équilibre avec le territoire. Nos propositions visent aussi à assurer la solidité et la durabilité des AOP et des IGP. Ces mesures ne sont pas plus coûteuses que des plans déroulés depuis 30 ans sans résultat tangible, surtout si on intègre dans la démarche les économies réalisables sur les externalités payées par les contribuables et également la richesse potentielle du tourisme pêche de notre patrimoine rivière. Nous demandons que l'obligation de résultat de la directive cadre eau 2015 soit la référence pour toutes les activités humaines, notamment pour l'azote et le phosphore. Nous demandons que les apports par sous-bassin versant soient compatibles avec le très haut niveau de qualité environnementale des rivières karstiques. Dans les temps à venir, mesdames et messieurs les élus, nous vous inviterons régulièrement à débattre sur cet objectif qui est à notre portée et notre devoir à tous. Voilà, ben c'est tout. Mesdames et messieurs, chers amis, ça fait à la fois chaud au cœur de nous retrouver aussi nombreux, mais on est complètement dépité face au désastre de nos 3 belles rivières qui sont certainement dans le patrimoine européen parmi les plus belles rivières d'Europe. Et effectivement, mercredi, j'ai interrogé la ministre de l'Environnement sur la situation des rivières comtoises. Une situation qui n'est plus simplement un problème régional, un problème départemental ou un problème local, c'est un problème national. C'est un problème national.
Et si, effectivement, comme c'était dit tout à l'heure, on y va avec des mesurettes, inévitablement on va traîner ce problème pendant encore des années. Et ce patrimoine extraordinaire risque de disparaître. Aux grands mots, les grands moyens. Je rencontre jeudi de nouveau Ségolène Royal pour lui demander qu'il y ait une expérimentation comtoise. Je vois Marie-Guide Dufay qui est ici. La Franche-Comté sait souvent innover et c'est souvent distingué par l'innovation. Comme nous avons un sol karstique, quand on déverse du lisier, en quelques heures, il se retrouve dans nos rivières. Lorsqu'on traite des grumes dans nos forêts, en quelques heures, elles se retrouvent dans nos rivières. Lorsque on étend des pesticides, en quelques heures, ils se retrouvent dans nos rivières. Et tout cela représente un cocktail redoutable qui crée cette maladie qui est impressionnante pour toute la population piscicole. Faisons attention, comme c'était dit tout à l'heure. Bien sûr, nous pêcheurs, je dis nous parce que la pêche à la mouche ou la pêche sous toutes ses formes, c'est une passion. Mais il y a aussi les réserves en eau, par exemple, de tout le pays de Montbéliard et du territoire de Belfort. 400 000 habitants qui sont concernés par cela. Il y a des écosystèmes qui sont indispensables à la vie qui doivent être préservés. Et je propose qu'il y ait une expérimentation nationale dans les 3 bassins versants que sont l'Alou, le Dessous et le Doubs, qu'il y ait une expérimentation où certains produits, je l'avais demandé au préfet de Charrière, certains produits doivent être directement interdits. Comment peut-on encore déverser du Roundup, pas seulement à proximité des rivières, mais dans les bassins versants? Il doit être interdit, ce produit. Il doit être interdit dans les sols karstiques. Il ne devrait pas se déverser. Je suis maire dans la ville où je suis. Il est interdit dans la ville où je suis. Les espaces verts depuis longtemps n'ont plus le droit de se servir de ce désherbant qui est un poison. Mais combien de poisons encore sont déversés? Et donc ce qui est proposé, et je ne serai pas plus long, c'est que nous fassions avec le Conseil général qui a fait un gros travail, avec la région qui a fait un gros travail, avec les municipalités qui sont directement intéressées, les communautés de communes, que nous ayons vraiment, et avec les associations, une expérimentation nationale sur ces 3 bassins versants, qu'il y ait des moyens de l'État et qu'enfin l'État use de son pouvoir de police à chaque fois qu'il y a des infractions. Avec Christian Triboulet, on était à la sous-préfecture du pays de Montbéliard. EDF se permettait, alors qu'il avait pris un engagement, de ne plus avoir de lâcher de fonds. Ils ont continué des lâchers de fonds. Des dizaines de kilos de truites étaient mortes avec des ombres, étaient mortes en bas. J'ai interpellé EDF en disant c'est inacceptable ce que vous faites. Ce sont des amendes et des amendes fortes pour faire respecter la loi et faire respecter les accords qui y interviennent. Voilà, mesdames et messieurs, la situation est trop grave. Pour faire de la démagogie, il faut des propositions. Ce que j'ai entendu tout à l'heure venant des associations, c'était remarquable. Et bien sur ces bases-là, faisons de ces 3 bassins versants une grande expérimentation nationale pour qu'enfin on sauve nos rivières. Merci. Je vais essayer de m'éloigner un peu parce que j'ai la voix qui... Merci à tous pour cette mobilisation. On évoquait à l'instant une victoire, celle contre le Grand Canal Rhin-Rhône, il y a maintenant presque 15 ans, c'est 15-20 ans. Cette victoire, elle a été possible grâce à la mobilisation citoyenne, mais également grâce au courage politique d'un certain nombre de personnes engagées, grâce à un partenariat entre les citoyens et les responsables politiques, grâce à des politiques qui entendaient l'exigence écologique et la mobilisation citoyenne. Et je voudrais rendre hommage à Dominique Voynet qui est là aujourd'hui. Aussi ça fait 30 ans que ça dure.
Ça fait 30 ans que ça dure, c'est vrai, mais ça fait 30 ans aussi qu'il y a un certain nombre de gens qui s'engagent. Et j'ai entendu, il faudrait prendre des lois, il faudrait prendre des directives. Moi, je vais parler du côté de l'Union européenne. Du côté de l'Union européenne, on a une directive 4 sur l'eau qui a été prise en 2000, avec des objectifs de bon état des eaux qui devraient être respectés dès la semaine prochaine. On en est où? 15 ans, dès l'année prochaine, pardon. 15 ans après l'adoption de cette directive, le problème, c'est pas qu'on n'a pas les textes et les objectifs en matière de préservation de l'eau. Le problème, c'est que la volonté politique en France et sur les territoires, elle ne s'est pas exprimée et qu'il n'a rien été fait. Alors il n'est jamais trop tard pour agir. Bah non. Et moi j'ai plutôt du coup bon espoir quand je vois la mobilisation aujourd'hui, quand je vois que la colère n'a pas seulement la couleur de ceux qui s'opposent notamment à la taxe poids lourd à l'ouest, alors qu'à l'est nous sommes, que ce soit en Franche-Comté ou en Alsace, victimes, les couloirs à camions des transports routiers allemands ou suisses. La couleur de la colère, mais de la colère constructive, elle peut aussi être verte. J'ai pas mis le bonnet parce qu'il fait un petit peu chaud, mais vous pouvez compter sur moi en termes de solidarité et d'accompagnement de votre mobilisation à l'échelle de l'Union européenne. À l'échelle de l'Union européenne, on a une loi, qui est la loi sur l'eau, je vous disais, la directive 4 sur l'eau, mais on a également un outil qui est la politique agricole commune, qui est aujourd'hui, moi je ne jetterai la pierre à personne, je pense qu'on est tous responsables et collectivement responsables. Et que l'agriculture telle qu'elle se pratique aujourd'hui, elle est aussi liée à des orientations politiques telles qu'elles ont pu être définies sur les dernières décennies. Donc je pense qu'on peut changer les pratiques. On peut accompagner notamment avec la politique agricole commune à l'échelle de l'Union européenne tous les agriculteurs qui auront envie de changer leur modèle pour un modèle plus respectueux de l'environnement, pour un modèle de proximité et de qualité. Mais en tant que politique, en tant que députés européens, nous avons, nous aussi, la responsabilité d'accompagner la volonté telle qu'elle s'exprime sur les territoires et de faciliter les bons comportements et la transition écologique du modèle agricole ou du modèle industriel. Dans le domaine de l'assainissement, là encore, le problème, c'est l'application des textes européens à l'échelle nationale et à l'échelle des territoires. La France, dans le domaine de l'assainissement, dans le domaine de l'application de la directive nitrate, est aujourd'hui en procédure d'infraction pour manquement, pour non-application de ces textes devant la Cour de justice de l'Union européenne. Est-ce qu'il faudra attendre de payer le double coût, de la pollution, des amendes qu'encourt la France pour non-application de ces textes? Je crois qu'il est temps, et notamment avec nos parlementaires nationaux, mais également avec nos élus locaux, de commencer à véritablement s'engager du local au national, au global, dans l'application de ces textes qui n'attendent et qui participeront à la préservation des rivières franc-comtoises. Enfin, pourquoi se mobiliser, et particulièrement sur ces rivières franc-comtoises? Parce qu'elles ont été, parce qu'elles peuvent redevenir les rivières les plus riches, les rivières les plus belles au niveau européen. Elles faisaient partie de ces rivières les plus riches, de meilleure qualité en matière de biodiversité à l'échelle de l'Union européenne. Moi, je ne suis pas fataliste et je pense qu'on a les moyens de réhabiliter ces rivières, de leur redonner leur qualité, de redonner une fonction de loisir, de tourisme. Par contre, nous arriverons à ce résultat, en tout cas moi c'est ma méthode, que d'une seule manière, c'est de manière collective, chacun en partenariat, là où nous sommes, là où nous pouvons agir, avec les citoyens sur le terrain, avec l'ensemble des acteurs attachés à leur territoire, les pêcheurs, les associations de protection de l'environnement, ceux qui vivent des territoires, les agriculteurs, les paysans et les personnes engagées politiquement. Je reste convaincue que c'est dans la complémentarité que nous réussirons véritablement à pouvoir peser sur les décisions et sur les bonnes décisions. Et moi, je vais prendre juste un engagement devant vous aujourd'hui sur un texte qui n'a pas encore été pris. J'ai passé les 5 dernières années à tenter de peser avec le Parlement européen pour que nous nous dotions d'une directive cadre sur les sols. Cette directive cadre sur les sols est bloquée par les États membres au Conseil, et notamment par un deal entre l'Allemagne et la France. Je n'ai pas renoncé à peser à l'échelle
de l'État français pour qu'il lève son veto sur cette directive 4 sur les sols. J'ai pas renoncé à la faire adopter dans les 5 prochaines années. Et en attendant, je vous propose, puisque je lance un groupe, un groupe interparlementaire scientifique avec les associations sur les sols, un groupe qui nous permettra l'étude des sols, de voir dans le domaine juridique, de pouvoir couvrir l'ensemble des enjeux tant de pollution, d'artificialisation, de protection. Je vous propose, et quand je lancerai ce groupe d'études sur les sols en septembre, de commencer, et non pas à titre d'expérimentation, mais de nous interroger sur les sols karstiques, en Franche-Comté, mais également à l'échelle nationale et à l'échelle de l'Union européenne, pour qu'on puisse prendre la mesure de la fragilité, qu'on apprenne à connaître la nature de ces sols, de manière à pouvoir apporter des solutions adaptées à la situation aujourd'hui que connaît la Franche-Comté. Je vous remercie. Merci. Chers amis, le 6 juin, c'est dans quelques jours, une des œuvres les plus emblématiques de Gustave Courbet est de retour dans la vallée de la Loue, l'origine du monde. Et Courbet, chers amis, ne se comprend pas sans référence à son pays de Franche-Comté, sans référence à la vallée de la Loue. Parce qu'il aimait les gens d'ici, tout simplement parce qu'il en était. Et il aimait les paysages, il en connaissait toute l'intimité, mais surtout, il connaissait par cœur les cours d'eau qui irriguent ce pays de Franche-Comté. Il en connaissait les moindres méandres. Et sans doute serait-il aujourd'hui parmi nous pour exprimer sa colère. En colère, en effet, parce que, vous l'avez dit les uns et les autres, parce que notre patrimoine le plus précieux, notre patrimoine naturel, celui que nous ont légué nos ancêtres, ce patrimoine est aujourd'hui gravement en péril. Et la colère, elle est bien justifiée, car ces rivières, elles ne sont pas seulement notre cadre de vie, ce qui est évidemment essentiel, elles ne sont pas seulement, comme cela a été souligné, un potentiel touristique fantastique, ce qui est évidemment très important, mais elles sont essentielles tout simplement parce que ces rivières, elles sont la vie d'aujourd'hui, mais la vie de nos enfants, la vie de demain. Et face à cette situation, chers amis, la colère est bien entendu nécessaire. Elle est nécessaire pour créer, c'est ce que vous avez fait aujourd'hui, la prise de conscience. Elle est nécessaire pour déclencher la mobilisation. C'est pourquoi je veux saluer ici l'engagement de toutes les associations et singulièrement des 2 collectifs qui ont pris l'initiative de cette rencontre. Alors, chers amis, la colère, l'indignation aussi est sans doute utile, mais l'indignation, toute légitime qu'elle soit, ne saurait constituer une réponse. La seule réponse, nous le savons et vous l'avez dit, la seule réponse, elle est dans l'action. Alors, qui doit agir et pourquoi faire? L'État, bien sûr, c'est sa responsabilité. Mais je veux le dire aussi nettement ici, la collectivité départementale, et vous avez bien voulu le rappeler, la collectivité départementale que je représente ici, dès l'apparition, rappelez-vous, des cyanobactéries dans nos rivières, il y a plus de 3 ans maintenant, la collectivité départementale que je préside a voulu s'engager, alors que rien, évidemment, dans nos compétences ne nous y oblige. Mais il me semble que c'est le devoir citoyen de toutes les collectivités, quelles qu'elles soient, et de la collectivité départementale en premier lieu. Alors oui, depuis 3 ans, et je veux en dire quelques mots, le département agit. Et je ne peux pas entendre dire que nous n'aurions pris que des petites mesures. Nous avons beaucoup agi. Nous avons même beaucoup dépensé. Oui, écoutez-le. Laissez-moi. Je sais ce que je dis n'est pas populaire. Voilà. Alors, si vous me permettez, le dialogue doit nous conduire à pouvoir nous expliquer ensemble. Nous avons
beaucoup fait, notamment pour faire en sorte que la recherche scientifique... S'il vous plaît, je crois que ça n'est pas correct d'interrompre quelqu'un. On a le droit d'avoir des désaccords, mais on a le devoir d'écouter. Alors, si vous vouliez bien m'écouter, ce que j'en tire comme conclusion aujourd'hui, et moi je ne suis pas, comme le disait notre interlocutrice, si vous voulez bien avoir l'amabilité de m'écouter, je ne suis pas, comme le disait notre interlocutrice suisse, un homme politique magicien. Je viens devant vous avec modestie, avec humilité, mais en même temps avec détermination. Alors moi j'en tire une conclusion, et je le dis bien simplement devant mes amis élus. Je tire une conclusion de ce que nous avons fait. En effet, les résultats ne sont pas au rendez-vous et je le reconnais. Force est de reconnaître que les poissons continuent de mourir. Force est de reconnaître, laissez-moi aller au bout de mon propos, que la situation s'est aggravée. Alors j'en tire deux conclusions. Les rivières chez nous sont profondément malades. Et c'est le résultat de dizaines d'années de pratiques irresponsables. Et ce n'est pas en claquant du doigt et en vous faisant croire qu'une mesure, et une seule mesure immédiate, permettra de régler le problème que la situation s'inversera. Il faudra de la force, de la persévérance, de la continuité dans le traitement à appliquer. Et ce que nous avons mis 50 ans à détruire, il faudra beaucoup d'années pour rétablir la situation. Depuis les dernières assises de la Loue, et à la lumière des constats scientifiques, j'ai renforcé ma conviction. Nous sommes tous responsables. Nous sommes responsables, pas seulement... Non, je crois je demande aux personnes de mettre un terme à ces comportements qui ne sont pas respectueux. Je pense que si on veut avancer, il faut être respectueux. Merci, cher ami. Je reconnais qu'il est plus simple de tenir des propos qui font appel à l'indignation. Je m'efforce d'avoir un discours aussi de vérité avec vous. Il me semble que c'est l'honneur aussi d'un homme politique responsable que d'essayer de dire ce qu'il fait, de rendre compte de ce qu'il fait, de faire aussi ce qu'il dit, et une fois qu'il l'a fait, eh bien d'avoir le courage de reconnaître qu'en effet, pour ceux qui nous concernent et pour la petite part que nous avons prise, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Alors je pense en effet qu'aujourd'hui, il faut aller plus vite, plus loin et plus fort. Et il faut le faire à deux niveaux. D'abord, il faut respecter la loi. Alors à ceux qui hurlent, moi je veux dire, ici, je suis le seul à porter plainte chaque fois qu'il y a une atteinte à l'environnement dans ce pays. Et je le fais moi, avec courage, alors qu'autour, personne ne fait rien. Alors, vos hurlements, gardez-les pour vous. Deuxièmement, je suis le seul ici qui s'applique à faire respecter la loi. Mais encore faut-il que l'État assure tous ses devoirs. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut aller au-delà du respect de la loi. Un certain nombre d'entre vous ont fait des propositions. Mettons-les en œuvre. Moi ici, j'ai proposé de verdir les aides que le département accorde aux agriculteurs. Par exemple, en préconisant un système paillage-lisier, un système mixte. C'est le département qui le porte, et qui le porte avec courage et avec la pédagogie nécessaire en direction de la Chambre d'agriculture. Alors je n'ai pas de leçon à recevoir de vous en matière d'environnement. L'action que nous menons, nous la cherchons à la rendre exemplaire parce que nous sommes attachés à notre territoire. Alors mes amis, je veux terminer là-dessus. La collectivité que je préside, elle, n'est pas dans le velléitaire, elle est dans l'action, même si c'est difficile, même si à vous écouter, j'entends combien c'est ingrat de le faire, mais elle a besoin aussi, avec d'autres, pour réussir
réussir de l'engagement concret de tous, de l'État d'abord, de la région. Et je remercie Marie-Guide d'être à mes côtés depuis plusieurs mois pour cette action, des collectivités dans leur ensemble, des associations, mais aussi des citoyens. Chers amis, rétablir la vie dans nos rivières, c'est possible et c'est nécessaire. Moi, je ne suis pas dans le fatalisme. Ça l'est parce que ce qui nous rassemble ici, c'est l'amour de notre pays. Et nous, nous le savons, eh bien, l'amour peut tout. Merci. Quelle est belle la Franche-Comté qui résiste. La Franche-Comté qui veut coopérer pour défendre ce qu'elle a de plus cher. Qu'elle est belle. Mais attention, que notre colère ne nous amène pas à de l'intolérance. Le combat que vous menez tous, le combat des pêcheurs, la souffrance des pêcheurs, c'est la souffrance de la Franche-Comté. Mais elle doit nous unir tous. Si nous ne sommes pas unis pour travailler les bonnes décisions, les décisions du court terme, mais aussi celles du long terme, nous ne parviendrons à rien. Soyons unis, ne nous laissons pas aller à l'intolérance. Bien sûr que ce qui a été fait jusqu'à maintenant n'est pas forcément suffisant pour beaucoup et qu'il faut encore beaucoup faire. Je suis heureuse, moi, de voir la vigilance, de voir la détermination, de sentir la rébellion qui va nous permettre de nous faire entendre au plus haut niveau, partout, pour combattre effectivement la pollution dont nous sommes tous, absolument tous responsables. Mais la prise de conscience est là, et ça, c'est bien. J'ai entendu tout à l'heure, dans le collectif Doux des Soubres, le compte-rendu des ateliers avec les agriculteurs et les défenseurs de l'environnement. Et là, c'est bien, on avance, parce que ce n'est pas avec des invectives qu'on pourra avancer. Donc la Franche-Comté est belle quand elle s'unit dans la résistance. Nous devons sauver nos rivières parce qu'elles sont l'identité de notre région. Aujourd'hui, on parle de l'identité de la Franche-Comté qui va se tourner vers la Bourgogne pour affronter l'avenir. Eh bien, son identité, elle est là, dans sa nature, dans ses rivières. Et votre combat, notre combat, il est probablement un des plus justes. Donc, soyez convaincus que nous sommes avec vous. Et la région de Franche-Comté vient d'écrire pour la constitution de ce qu'on appelle un pôle karst qui réunisse tous les territoires qui connaissent les mêmes problèmes que nous en France et en Europe, parce que la région, la collectivité que je préside, est une collectivité qui ne peut travailler que dans le long terme pour l'avenir. Mais ce que je vais aussi proposer, que j'ai à cœur, c'est que véritablement, à partir du travail phénoménal fait par le Conseil général du Doubs, on met en place ce qu'on appelle une conférence du consensus. Ça veut dire que pendant une semaine, on débat tous, toutes les parties prenantes, les agriculteurs, les industriels, les citoyens, les collectivités, et on aboutit aux mesures partagées, parce que sans ce partage, on n'y arrivera pas. La détermination de la Franche-Comté, c'est la vôtre. La Franche-Comté, c'est être rebelle, résistance, force d'innovation. Eh bien là, le combat est juste et nous le mènerons. Merci. Les gens qui se sont mobilisés pour organiser cette journée de manière remarquable.
ceux qui sont engagés de manière plus durable dans les actions des deux collectifs. Je voudrais saluer le courage du monde agricole de venir au sein du collectif de Desaubres et travailler avec les pêcheurs, les environnementalistes, etc. C'est quelque chose de remarquable et je voudrais saluer les intervenants, les élus qui sont venus intervenir dans un contexte quand même pas facile. Ils ont fait preuve d'un grand courage et je crois qu'ils méritent des applaudissements, comme les agriculteurs pour le travail. Et s'il y a un message que je voulais renouveler qui a été développé par tout le monde, c'est bien qu'on a la possibilité de faire changer les choses. On va y arriver ensemble. Il faut le croire et en être convaincu, c'est évident. Et je dis que ce qui est en train de se faire ici, sur la vallée du Desaubres, c'est un véritable laboratoire social qui est en train de se créer. On est vraiment au commencement de quelque chose de fort. Et on peut vous donner rendez-vous pour les années à venir. Il y aura encore beaucoup de rendez-vous. Et je pense que les rendez-vous, ça sera de plus en plus des rendez-vous de fête, parce qu'on marchera vers la réussite.